cette période de latence, c'est une période dans laquelle tout le monde, toutes les nuits, se réveille. En fait, le corps, il a besoin de 2 choses pour s'endormir. Oui, je confirme. Tu disais, ça coupe un peu la mélatonine. Enfin, ça la coupe pas qu'un peu, ça la coupe complètement. Ouais, alors c'est un débat, ça, les tisanes. je la prends juste pour le goût, pas vraiment pour ce que ça fait. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 1% de plus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore, qui est experte de l'épuisement du dirigeant. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse sans plus tarder t'introduire, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Yes, merci beaucoup à toi déjà pour commencer. Avec plaisir. La confiance et puis me permettre de m'exprimer ici. Donc moi, c'est Aurore Figuière, experte, comme tu l'as dit, du dirigeant, de son épuisement, aussi bien physique que émotionnel que mental. J'ai une formation en expertise sommeil depuis plus de 14 ans et en mindset, ce qui me permet d'aller naviguer sur les 3 éléments parce que finalement, le dirigeant, c'est pas que des problèmes purement sommeil, c'est aussi beaucoup de stress. Charge mentale. Exactement. Qui du coup, en fait, c'est des cercles vicieux de stress, sommeil, du coup stress, du coup sommeil. Ouais. Donc du coup, ça me permet d'intervenir en 360. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser, entre guillemets, dans toute la partie épuisement? Parce que du coup, t'es coach mindset à la base, donc peut-être un parcours un peu plus généraliste. Et à un moment donné, je pense que tu as dû te spécialiser dans l'épuisement, le sommeil. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bifurquer dans cette spécialisation-là? Ouais, alors c'est un très grand sujet. Alors en fait, c'est l'inverse. J'ai d'abord été spécialiste du sommeil et après coach mindset. Ok. Et avant ça, j'ai eu mes expériences personnelles. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé dans ma vie professionnelle en tant que gendarme. Et c'était un rêve pour moi, je voulais vraiment être gendarme. Et en fait, quand je suis arrivée dans le métier, je suis tombée de 4-5 étages, si c'est pas plus. Pas concrètement, mais... ouais. C'était un métier assez difficile, justement parce que on peut te réveiller au milieu de la nuit. Voilà, il y avait un rythme qui était très difficile, à la fois physiquement, mais aussi beaucoup de charges émotionnelles. C'était très, très dur et mental aussi. Et quand je suis arrivée en brigade, en fait, j'ai fait une espèce de descente aux enfers parce que je pense que tous les pôles de ma vie étaient impactés. Et je me suis retrouvée certainement très épuisée, mais surtout, j'étais très loin parce que j'étais clairement au bord du suicide. J'étais vraiment en dépression totale. Je pense que j'étais vraiment pas loin du burn-out, mais à l'époque, parce que... je suis un peu vieille. À l'époque, on parlait pas de burn-out et tout ça, c'était très tabou. Même encore aujourd'hui dans le milieu militaire, c'est très tabou. Et du coup, j'ai grosse descente aux enfers et il a fallu remonter un peu tout ça. Et en fait, j'ai quitté rapidement la gendarmerie et j'étais tellement mal, parce que c'est pas parce que j'ai quitté la gendarmerie que j'allais mieux, j'étais tellement mal que le premier truc que j'ai été chercher parce qu'un membre de ma famille me l'a proposé, c'était d'aller faire de la sophrologie. Donc j'ai fait de la sophrologie et ça m'a reconnectée à moi, à mon corps, à qui j'étais, à mes sensations. Ça m'a permis aussi de déjà mieux dormir, d'appréhender mes émotions. Bref, ça m'a reconnectée de manière générale. Ça m'a fait beaucoup de bien. En parallèle de ça, j'ai trouvé un job parce qu'il fallait bien payer ses factures. Mais pendant quelques années, j'avais ces 2 trucs-là, c'est-à-dire qu'en tant que cliente chez un sophrologue et ce job à côté, et ce job n'avait pas de sens pour moi. C'était un job alimentaire. Clairement. J'ai appris beaucoup de choses quand même, je crache pas dessus, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, mais ça faisait pas sens. Et un jour, je me suis dit, est-ce que finalement, je pourrais pas moi aussi aider des personnes qui vivent ce que j'ai vécu? Ça a été le premier déclic pour derrière aller vraiment faire une formation de sophrologue. Et à la fin de ma formation de sophrologie, ça c'était en 2011, à la fin de ma formation de sophrologie, on te propose des spécialités. Il y avait plein de spécialités, les addictions, les enfants, les personnes âgées, et le sommeil, et tant d'autres. Et je me suis dirigée vers le sommeil, finalement. Déjà, parce que moi-même en gendarmerie, j'avais des problèmes de sommeil liés à toute la pression que je vivais. J'arrivais pas à m'endormir, en fait. J'avais une espèce de vigilance maintenue et je n'arrivais pas à vouloir m'endormir. C'était un truc assez incroyable. Ensuite, j'aimais beaucoup l'aspect scientifique du sommeil parce que moi, je suis aussi, avant la gendarmerie, de formation scientifique. Et j'avais besoin de retrouver ça. Et puis, ça, c'est un peu pour la blague, mais je m'appelle Aurore. Oui, ça j'ai vu ça dans ta description LinkedIn. et je me suis dit, ça veut pas dire que toutes les personnes qui s'appellent Aurore doivent travailler sur le sommeil. Mais c'est vrai que la belle au bois dormant, tout ça, tu vois. C'est un signe, quoi. Le petit plus qui t'a... je me dis, pourquoi pas, c'est hyper aligné en fait.
Voilà. Okay. Donc voilà un peu tous les éléments qui m'ont amené sur le sommeil. Et après, comme j'étais entrepreneur moi-même, puisque j'avais quitté mon job de salarié et que je me suis lancée, en fait, j'ai fait le parcours de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, quelques années après maintenant, plus de 10 ans après, c'est hyper aligné pour moi de vraiment continuer à accompagner des entrepreneurs, mais plus maintenant des dirigeants. Pour vraiment Quand tu dis dirigeants, c'est tu prends un certain palier de... Tu vois, et je pense que c'est des solopreneurs. Non, c'est pas des solopreneurs, c'est des dirigeants de société de plus de X salariés ou... Ouais, ça se mesure pas en nombre de salariés, mais c'est plus sur l'ambition. Moi, ce que je veux, c'est avoir des entrepreneurs, des leaders même, ambitieux, qui ont déjà peut-être une notoriété ou pas, mais à partir du moment où il y a de l'ambition et qu'il y a beaucoup de travail et qu'il y a potentiellement des équipes, on va être plus à même de rencontrer... Quand il y a de la surcharge, en fait. Voilà, exactement. Quand il y a de la surcharge physique, mentale, ok. Exactement. Okay. Et je suis un peu curieuse, qu'est-ce qu'on apprend dans une formation pour le sommeil? Alors, sur la spécialité ou quand j'ai fait la formation de sophrologue? Quand tu as eu la spécialité sommeil pur et dur. Ouais. C'est une très bonne question parce que la sophrologie en elle-même, c'est beaucoup d'exercices de respiration, de mouvements, etc. Et dans la spécialisation sommeil, c'est finalement beaucoup de théorie. Parce que c'est aussi ce que je rencontre dans mon quotidien, c'est que les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est parce qu'en fait, ils comprennent pas vraiment comment ça marche. Donc, il faut vraiment rééduquer. Donc, dans une formation sommeil, il y a beaucoup d'éducation sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les mythes à déconstruire. C'est beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi quelques exercices, bien sûr, de sophrologie pure pour aider à l'endormissement. Mais finalement, c'est beaucoup de connaissances autour du sommeil. Ok. Tiens, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, les mythes à déconstruire. Si tu en as un gros à nous partager, que tu croises beaucoup, enfin que tout le monde te dit ou que tu croises beaucoup, ça serait lequel? Ok, j'en avais un en tête, mais quand tu dis que tout le monde me dit, du coup, c'est un peu différent. Je peux en donner deux? Oui. Alors, le premier, quand même, plus gros à déconstruire, c'est il faut 8 heures de sommeil. J'aime bien déconstruire ça parce que c'est vraiment... Moi, je prône beaucoup ce qu'on appelle le chronotype. Pour expliquer, le chronotype, c'est notre rythme biologique personnel. Et on n'est pas tous faits pour se coucher à 22h, à 23h ou je sais pas quoi. On n'est pas tous faits pour se lever à 6h, à 7h ou à 8h. Et on n'est pas tous faits pour avoir la même quantité de sommeil. Donc, attention, parce que quand on dit qu'il faut 8 heures de sommeil... On se retrouve dans un espèce de cercle. Moi, je vois des gens, dont une personne, là, dernièrement, que j'ai accompagnée, qui... j'ai essayé de lui dire que son chronotype était un petit peu plus tôt et qu'il fallait absolument que le matin, c'était à 8h30, je crois, si je ne me trompe pas, dans son chronotype, il fallait qu'il sorte du lit. Et en fait, il n'y arrivait pas parce que, comme il se couchait plus tard, il croyait qu'il lui fallait ces 8 heures du sommeil. Et du coup, il allait se coucher, il allait se lever beaucoup plus tard pour avoir ces 8 heures. Sauf que ce qui se passe, c'est que si tu dors en dehors de tes horaires de chronotype, en fait, ça te fatigue encore plus et ça te dérègle pour la nuit suivante. C'est un espèce de cercle vicieux qui en finit pas. Donc ce truc-là, j'aime bien le déconstruire. Maintenant, je voudrais dire quand même que c'est sûr que la majorité de la population est quand même calibrée sur un bon 8 heures de sommeil. Donc, faut juste se poser la question, est-ce que c'est pour moi ou pas ? Oui. Mais majoritairement, et c'est pour ça qu'on en parle, ça touche... en fait, peut-être se remettre en question si jamais on a 8 heures de sommeil et qu'on a l'impression d'être toujours épuisé, toujours fatigué, enfin de jamais être en forme. Peut-être là, se remettre en question et se dire, peut-être que moi, il faut pas forcément 8 heures de sommeil, peut-être que je vais trop loin, peut-être que je fais pas assez, enfin... Ou peut-être que je fais pas mes 8 heures de sommeil sur le bon créneau horaire qui est censé être le mien, parce qu'on récupère pas de la même manière. Ok. Et le deuxième, oui. Là, c'est un qui me tient à cœur parce que c'est une des problématiques principales avec lesquelles viennent les dirigeants que j'accompagne, c'est de dire que si on se réveille la nuit, c'est pas normal. En fait, c'est normal. Il faut juste savoir que entre chaque cycle de sommeil qui dure à peu près 1h30, ça dépend des profils justement, mais à peu près, on a ce qu'on appelle une période de latence. Okay. Et cette période de latence, c'est une période dans laquelle tout le monde, toutes les nuits, se réveille. Sauf que si ça dure moins de 3 minutes, tu t'en rappelles pas. Alors évidemment, tu t'es pas levé, t'as pas dansé la Macarena et tu t'es recouché. T'es resté au lit, t'avais les yeux fermés et tu t'en es pas rendu compte. C'est le cerveau en fait qui se réveille, mais nous... C'est ça. C'est vraiment entre deux. Alors s'il y avait un bruit à côté de toi, tu te réveillerais tout de suite. Après, si ça dure entre 3 et 10 minutes, potentiellement tu t'en rappelles. Cependant, ça n'a aucun impact ni sur la qualité, ni sur la quantité de sommeil. Ok.
Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ont l'impression que comme ils se sont réveillés 1, 2 ou 3 fois dans la nuit, même s'ils se sont rendormis rapidement, ils ont l'impression que c'est problématique. Et d'ailleurs, ça c'est un gros problème, c'est que les troubles du sommeil sont souvent liés à une forme de perception qui est mal perçue et qui du coup va engendrer des comportements de compensation qui vont dérégler réellement le sommeil et après on rentre dans un truc qui n'en finit plus, quoi. C'est vrai que moi j'ai ce mythe là parce que moi comme mon chéri se couche tard, moi des fois quand on regarde la télé j'ai tendance à m'endormir un petit peu sur le canapé. Bien, pas bien, tu me diras, mais en tout cas j'ai tendance à m'endormir sur le canapé et c'est vrai que je me réveille, je sais pas, peut-être 2 heures, 2 heures et demie après, et en fait je me réveille limite pas en colère, mais tu sais, donc du coup, je monte et je vais me recoucher. Et généralement, je me recouche directement. Enfin, ça dure... Tu te rendors direct. Ouais, je me rendors. Je me mets dans mon lit, je suis éclatée. Je me mets dans mon lit, je me rendors. Ça dure 5 minutes, juste le temps de monter les escaliers. Et c'est vrai que généralement, je me réveille en colère parce que, tu sais, je suis frustrée d'avoir... couper mon sommeil, d'avoir coupé ma nuit, et je me dis punaise, c'est sûr que je vais être fatiguée, j'aurais dû monter avant, enfin tu vois, je commence à ruminer, à m'énerver le temps des 5 minutes là que je monte les escaliers, alors je me rendors tout de suite et que visiblement ça impacte pas forcément mon rythme, mais c'est vrai que j'ai ce mythe là aussi, du coup, enfin j'ai cette croyance là. Ouais, et en soi, tu as de la chance déjà, de vraiment te rendormir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent là, qui vivent la même chose que toi, qui s'endorment sur le canapé devant la télé, mais qui après, quand vont dans leur lit, ils sont comme ça. Ouais, après, je m'endors pas tout le temps hyper rapidement, mais quand j'arrive à ne pas aller sur mon téléphone entre le temps, et où vraiment je me focus pour à peine ouvrir les yeux et rester dans ma bulle, j'arrive à me rendormir. Mais si après je commence à aller boire de l'eau ou à prendre mon téléphone, là c'est fini. Après je me rendors pas pendant au moins 1 bonne heure et demie avant de retrouver mon truc, quoi. Le fameux téléphone. C'est ça. Dans le lit. Alors moi ça c'est ma bête noire. Moi c'est ma bête noire, et pourtant je le sais, ce que provoque la lumière bleue, ça coupe un peu la mélatonine, etc. etc. Mais j'ai cette fâcheuse habitude mauvaise habitude que j'essaye d'enlever, qui est de scroller avant de m'endormir en pensant que ça m'endort en plus. Et je suis déjà... je me suis déjà plusieurs fois endormie sur mon téléphone. Vraiment. Et c'est mon chéri qui me l'enlève quand il entend qu'il y a un TikTok qui se met en mode replay. Mais ouais, je me suis déjà plusieurs fois endormie sur mon téléphone, et ça, c'est une mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude, du coup, tu confirmes? Oui, je confirme. Alors, tu disais, ça coupe un peu la mélatonine. Enfin, ça la coupe pas qu'un peu, ça la coupe complètement et immédiatement. Surtout ça qu'il faut comprendre. Alors, peut-être pour les auditeurs, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. L'hormone du sommeil. Parce que des fois, on va utiliser un jargon. Parce que, hormone du sommeil qui se sécrète avec la diminution de la lumière et en fonction des chronotypes plus ou moins tard. Et cette mélatonine va favoriser l'endormissement et le fait de rentrer dans les stades du sommeil plus légers, profonds, etc. Et si cette hormone est déréglée, on a un sérieux problème de sommeil. On pourrait aussi parler d'ailleurs de la mélatonine qu'on prend en cachet, etc. Bref, plein de sujets à débattre. Mais voilà. Et donc du coup, comme la mélatonine se sécrète à partir du moment où la lumière diminue, donc en fait, la lumière diminue, ton chronotype s'active, et puis tu as les petits gars à l'intérieur qui font « Hé les gars, il fait nuit, c'est bon, on peut y aller, on va dormir. » Voilà. Et puis là, tu allumes ton téléphone, et tu lui mets la lumière, et donc là, les gars, ils font « Ah non, désolé, on s'est trompé, il fait pas jour. pour maintenant, il fait jour. » Et du coup, ça s'arrête. Puis après, tu rééteins, ils font « Ah non, en fait !» C'est un espèce de jeu comme ça, et ça désynchronise, ça dérègle ta sécrétion. Donc ça va avoir un impact sur ta première nuit, certes, plus ou moins, bien sûr, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais potentiellement, ça va avoir un impact sur les nuits suivantes, parce que si c'est quelque chose que tu réitères souvent, en fait, ton corps, il sait plus vraiment à quel moment faut sécréter la mélatonine, parce que y a ton chronotype, mais il y a la lumière, et puis il y a peut-être tes routines d'endormissement. En fait, il y a plein de paramètres. Il sait plus trop, et ça, c'est problématique, effectivement. Donc, surtout pas le téléphone. Et du coup, tu conseilles les routines d'endormissement? Ouais, grave. Parce que ça conditionne, en fait, ton corps, ton cerveau. Ouais, c'est ça, en fait. Le corps, il a besoin de repères pour savoir c'est le jour ou c'est la nuit. Et il a différents repères pour ça. Le jour et la nuit, forcément, ça c'est un repère. Tu as des repères aussi potentiellement d'alimentation que tu peux induire, évidemment. Tu as les repères de mouvement.
normalement, le jour, on est actif et la nuit, on l'est moins. et d'ailleurs, ça, c'est un problème parce que dans nos vies aujourd'hui, on est de plus en plus assis la journée dans des bureaux. Donc, peu de lumière, parce que lumière artificielle. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on est sur le bureau, on a tendance à, des fois, piquer du nez un petit peu. Ouais, bah carrément. Donc, lumière artificielle qui n'est pas du tout la même chose que dehors. Et puis, on ne bouge pas. Puis après, tu vas au lit, puis tu demandes à ton corps on-off. Ça marche pas. Le corps, il fait « Ah bon, c'est bon là ?» Donc, il lui faut des repères. Et nos routines nous permettent de mettre des repères. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup pour les enfants. Tiens, d'ailleurs, il y a un deuxième facteur que je n'ai pas dit, c'est qu'il a besoin de repères et les routines donnent ça. Mais il y a un deuxième truc que la routine donne et qui est essentiel pour le corps pour pouvoir s'endormir, c'est la sécurité. Okay. En fait, le corps, il a besoin de 2 choses pour s'endormir. 1, se sentir en sécurité. 2, perdre 1 degré. En fait, c'est le cerveau, il a besoin de perdre 1 degré. Okay. C'est pour ça que tu as un peu froid le soir quand tu es fatigué. Et cette notion de sécurité dont je parle, elle est vraiment importante. Alors, c'est pas est-ce que personne va rentrer chez moi, c'est bon. Alors, pour certains, c'est ça. Mais c'est pas vraiment ça. C'est plus le mail que tu as reçu, le machin, tout le stress accumulé qui fait que le corps se sent pas en sécurité. Et quand tu crées une routine, tu crées une habitude. Et l'habitude sécurise. Donc, c'est super important de retomber là-dedans. Et je disais, les enfants, on connaît ça. On lit la petite histoire, etc. Et après, on perd ce truc. Ouais, c'est vrai. Alors, après, on peut demander à sa femme ou son mari de se lire une petite histoire, pourquoi pas. Moi, j'adore quand mon mari me lit une histoire, ou qu'il me raconte une histoire, surtout parce qu'en plus, il a une voix grave. Ah ouais. Et j'adore, des fois, je lui dis, tu peux me raconter un truc? Et en fait, ça m'endort, mais direct, j'adore ça. C'est pour la blague, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est bien. Mais après, voilà, par contre, des routines, attention, qui sont des routines saines, parce que la routine de regarder son téléphone tous les soirs, même si c'est une routine qui sécurise peut-être, quoique, elle envoie pas des bons signaux. Oui. Ok. Voilà. Et toi, en parlant de routine, du coup, c'est quoi ta petite routine du soir? Alors, déjà, il faut que je prenne ma douche. Peu importe l'heure à laquelle je rentre chez moi, des fois, en fonction de ce que je fais, j'ai besoin de prendre ma douche. Ça me fait vraiment un sas de transition. Voilà. Donc, ma douche est super importante. La tisane. Ok. Pas trop, parce qu'après, tu te lèves une heure tu après. Tu prends quoi comme... Ouais, alors c'est un débat, ça, les tisanes. je la prends juste pour le goût, pas vraiment pour ce que ça fait, mais j'aime. Enfin, je fais de la pub ou pas? Oh, bah, tu peux, hein. Tu sais, je vais pas vendre de tisane. Ok, donc, ça marche. Tu peux. Moi, j'aime beaucoup la nuit tranquille, parce que j'adore le goût de la nuit tranquille. Mais bon, après. Moi, je suis très menthe thym. Ok. Ouais, j'adore. Et ça m'apaise beaucoup, le thym. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ok. Et le thym m'apaise, ouais. Moi, le thym, c'est plus pour la voix que je le fais, mais ouais. Alors, ce que j'aime aussi, c'est le côté un peu fleur d'oranger ou choses comme ça. Moi, ça va me calmer un peu, j'aime bien. Donc voilà, la tisane. Et j'aime bien... en fait, dans mes routines, t'en as toujours un qui peut varier. Parce que moi, j'ai toujours, faut avoir 3 trucs. Pas des trucs qui durent longtemps, il faut pas une routine qui dure 1 heure. Hein. On va jamais la tenir et c'est chiant. Mais 3 choses qui peuvent tenir même en 10 minutes, un quart d'heure s'il faut. On n'a pas besoin de faire très long. Mais voilà, je vais avoir aussi potentiellement soit mon mari qui me parle de quelque chose, soit lire quelque chose rapidement. Et la 3e chose qui varie aussi, c'est potentiellement écouter un podcast chiant. Ok. J'espère que t'écouteras pas le nôtre alors. Non, quand je dis chiant, en vrai, c'est pas dans le sens sur la thématique. Oui. C'est plus dans la monotonie. Oui. Il y a des gens, ils parlent vraiment toujours comme ça, et ils varient pas dans leur... C'est chiant. Et voilà. Donc, des fois, je le mets. Et comme on a une fonction... Il y en a beaucoup qui connaissent pas ça, mais il y a une fonction sur le téléphone, quand tu écoutes un podcast, tu mets la fonction « Arrêter la lecture ». Ah, je savais pas. Voilà, mais ça, c'est un truc, vraiment, c'est un tip que j'ai découvert il y a quelques temps. Je trouve ça incroyable parce que sinon, au début, je mettais mon podcast, puis en fait, il continuait. Alors, du coup, il me réveillait après et c'était chiant. Moi, tu vois, je mets des bruits de pluie. Ouais. Ça m'endort. Ouais, c'est cool, ça, les bruits de la nature. Bruit blanc, bruit rose. Bruit blanc, ouais. Bruit blanc. Carrément. Ça m'endort vraiment, c'est instantané. C'est vraiment mon somnifère. Et c'est ton chéri qui éteint? Et du coup, ouais, souvent, c'est mon chéri qui éteint. Ou alors, quand on s'endort ensemble, des fois, le matin, je me réveille et il y a encore la pluie. Parce qu'en fait, c'est des playlists, en fait. Si. Des fois, le matin, je me réveille. Mon téléphone n'a plus de batterie. Par contre, la pluie, elle est toujours en train de... Et je me dis, je m'endors avec la pluie, je me réveille avec la pluie. Mais ok, t'as une fonction d'avant sur ton téléphone. Quand tu vas dans l'alarme, au lieu de faire sonner, il y a écrit « Arrêter la lecture ». Ok. Tu coches ça.
Tu mets 20 minutes, par exemple, un truc comme ça, et au bout de 20 minutes, ça s'arrête. Ok. Et moi, je dirais, je mets 20 minutes, ouais. Ok. Ah ouais, trop bien. Et la version audio, je la mets quand je sens que je suis particulièrement stressée ou que je me suis couchée trop vite après quelque chose que j'ai fait et que je suis encore un peu dans le truc. Là, je vais utiliser la version audio. En fait, c'est la version pour vraiment quand j'ai besoin de... C'est hardcore, tu vois, je me dis, bon là, je sais pas si je vais réussir à m'endormir vraiment. Donc ça m'endort très, très bien. Sinon, c'est juste la lecture ou mon mari avec sa jolie voix. Génial. Et pour revenir sur les dirigeants, du coup, toi, c'est le type de personne que tu accompagnes. On sait que les dirigeants, bon, je sais pas si je me considère comme dirigeante ou quoi, mais en tout cas, je suis surchargée vraiment de travail. Et du coup, j'ai tendance à grappiller un peu sur mes heures de sommeil. En tout cas, je dirais pas faire passer mon sommeil pas en priorité, surtout maintenant que je m'y intéresse et que je vais sortir une marque dessus. J'ai compris à quel point c'était important, mais c'est vrai qu'avant, ça passait pas en priorité parce que j'avais l'impression de perdre du temps de vie que je pouvais utiliser pour faire autre chose. C'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat et des dirigeants, etc., on a tendance à glorifier un peu le fait de pas beaucoup dormir. Alors, j'ai dormi que 4 heures, je travaille beaucoup, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques ? Et si oui, à ton avis, pourquoi on glorifie tant, surtout dans le domaine du business, le fait de peu dormir comme ça, alors qu'en fait, c'est pas bon du tout de pas assez dormir ? Ouais, si, je le remarque énormément. J'assiste beaucoup à des conférences, des webinaires, et souvent, je vois des leaders même qui disent oui, j'ai pas dormi de la nuit, et puis j'ai fait ça. Vraiment, ils glorifient. Moi, à chaque fois, ça me rend dingue. Ouais, bah... Je me dis, mais arrêtez de prôner ce message, s'il vous plaît. Pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Bon, déjà, c'est assez historique parce que on avait tendance avant, quand on faisait des métiers beaucoup plus physiques, à se dire, bah si je vais, à partir du moment où je passe du temps à faire quelque chose, c'est que je suis productif. La productivité était notée comme ça. Sauf que c'était quantifiable quand tu faisais quelque chose d'industriel, de physique. C'était assez quantifiable. Donc oui, plus tu passais de temps, plus tu faisais des trucs. Voilà. Quand on est passé sur des métiers plus intellectuels, on a oublié de changer de paradigme aussi. Et il se trouve qu'on s'épuise beaucoup plus vite, intellectuellement parlant, que physiquement parlant. Et on n'a pas remis à jour tout ça. Donc voilà, on a tendance déjà à valoriser cette culture-là d'avant. Deuxièmement, je pense qu'en fait, il y a aussi cette notion de mérite. Le truc, c'est que plus je travaille, plus je montre que je suis engagée. Tu sais, moi, je vois des gens, ils me disent, ouais, mais il faut mériter ce que je vais gagner à la fin du mois. Il faut montrer que vraiment, je le mérite, quoi. Et du coup, pour mériter, il faut souffrir. Oui. Tu vois, il y a un truc qui va avec. Et quoi de mieux que de pas dormir pour avoir le sentiment d'être dans un état d'engagement et de souffrance. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup glorifié de cette manière-là. Parce que si tu dors pas, tu es en train de puiser dans tes ressources profondes. Donc, c'est que tu es fort, que tu es engagé, et ça fait toi un warrior. Oui, c'est ça. En fait, je pense que, du coup, à l'inverse, quelqu'un qui dort comme il devrait dormir dans le business et qui, du coup, travaille peut-être moins que le concurrent ou Pierre-Paul Jacques, il va peut-être être qualifié de feignasse, entre guillemets, parce qu'il dort, tu vois. En tout cas, dans le monde du business. Hein. Je ne dis pas que c'est moi qui pense ça, mais dans le monde du business, on va trouver que la personne qui dort peu, qui s'est sacrifiée, a plus de mérite que quelqu'un qui fait ses 8 voire 9 heures de sommeil, 7 heures, peu importe, et qui lui est pépère, entre guillemets. Enfin, on va vraiment le qualifier comme quelqu'un de pépère, en fait, alors que ça se trouve, il est tout aussi productif parce que c'est pas parce que tu travailles 20 heures par jour que t'es productif pendant 20 heures. Moi, pendant très longtemps, j'étais occupée, j'étais pas productive. Et en fait, pour autant, j'avançais pas plus que ça. Donc après, j'ai compris la fameuse loi du 80-20, etc., à prioriser mes actions. Mais pendant très longtemps, je travaillais beaucoup, pas très efficace, quoi. Donc, c'est dommage. Ouais, clairement. Alors, est-ce qu'il passe pas... Enfin, en même temps, là, tu vois, on parle au présent, mais je trouve qu'il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de s'effectuer. Il y a beaucoup plus de prise de conscience. Maintenant, on comprend bien en fait que dormir stratégiquement, attention, c'est-à-dire stratégiquement, c'est quoi ? C'est pas par rapport à ton business, c'est plus par rapport à ton chronotype et à ta nature. Voilà.
on comprend bien maintenant qu'en fait, tu vas être beaucoup plus productif et ça va durer, parce que l'histoire, c'est la durée. Le problème, c'est qu'un entrepreneur qui va prôner le fait qu'il ne dort pas beaucoup, en fait, il n'a pas fait ça pendant plusieurs années. Hein, ou alors, il va mal finir très rapidement. Hein. Mais puis en général, ça se voit. Physiquement, tu le vois très vite. Non, c'est pendant quelques jours. Là, tu vois, on se parle, je sors de 3 jours intenses. Une nuit, j'ai dormi 4 heures, l'autre nuit, j'ai dormi 5 heures. Là, je ressens une certaine fatigue, tu vois. Mais je ne l'ai pas fait par plaisir de dormir 4 heures ou 5 heures, parce qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et quand le reste du temps, tu as une hygiène de vie et de sommeil qui fonctionne bien, il n'y a aucun problème de faire ça sur 2-3 jours. Ça, là-dessus, pas de souci. Mais il ne faut pas que ça dure plus longtemps. Il ne faut pas que ces 2-3 jours, ce soit toutes les semaines. Parce que là, on a un problème. Donc, c'est une histoire de durabilité. J'avais fait un post... J'avais fait un post la dernière fois là-dessus en disant... qui est-ce qui t'inspire, en fait ? C'est des gens qui te montrent, qui sont épuisés, qui ont vécu des trucs horribles derrière, parce que... je ne vais pas donner des noms là comme ça, mais on en connaît des entrepreneurs qui ont mal fini finalement, ou qui ont eu des épisodes très compliqués personnellement, mais aussi finalement, quand je dis personnellement, c'est physiquement, mais aussi personnellement dans leurs relations, dans leur vie. Et donc oui, ils font des millions, super, mais c'est quoi ta vie perso ? Est-ce que tu es vraiment accompli ? Est-ce que tu as des relations qui tiennent la route ? Parce que les relations, c'est quand même ce qui nous rend le plus heureux. Hein. Y a une étude sur le bonheur comme ça qui est très très longue, qui nous explique bien ça. Donc voilà, il faut regarder pas que est-ce que tu fais de l'argent, est-ce que tu as réussi ton business, mais est-ce que derrière, tu es heureux humainement parlant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très important. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et de toute façon, comme tu disais, les relations, ça fait tout. Moi, j'ai à cœur de faire beaucoup d'argent. En plus, dans une génération où voilà, on a beaucoup plus accès à ça avec le digital, etc. Donc j'ai à cœur de faire beaucoup d'argent, je suis très ambitieuse, mais c'est ce que je dis toujours. Si demain, j'ai plus les gens que j'aime autour de moi, je verrai plus aucun intérêt à faire de l'argent, parce que pour profiter avec qui ? Enfin, je veux pas me retrouver toute seule avec mes millions, tu vois. Donc ouais, je suis hyper d'accord avec ça. Et pour revenir aux dirigeants, quelle est la chose qui revient souvent ? Est-ce qu'ils ont un point commun ? Une problématique, je dirais pas commune, parce que ça varie forcément en fonction des profils, mais une problématique qui revient peut-être plus que les autres quand ils viennent te voir. Ouais, en fait, l'argument numéro 1 quand on vient me voir, qui est très concret, c'est je me réveille la nuit. J'ai des réveils nocturnes, c'est insupportable, parce que du coup, je me réveille, mon cerveau cogite, j'arrive plus à me rendormir, ça va durer 1 heure, parfois plus. Et ils en ont, ils sont épuisés. Donc ça, c'est le côté très concret. Mais en fait, ce qui se cache derrière et qui est très commun à ces entrepreneurs et ces dirigeants, c'est des gens qui sont quand même en phase de scale de leur entreprise. Et ils ont pas mal de trucs à gérer. Ils sont à la fois dans l'opérationnel qu'ils doivent quitter et en même temps ils sont aussi dans la partie d'après plus stratégique. C'est très compliqué cette transition. Voilà, ils sont un peu là-dedans. Du coup, ils sont complètement surchargés parce que à la fois il faut tenir d'un côté, mais maintenant je dois apprendre de l'autre pour pouvoir. Enfin voilà. Donc en fait c'est très stress. C'est aussi très relationnel dans leurs équipes. Donc finalement, c'est beaucoup de mindset. D'où ma spécialité aussi de l'autre côté, qui fait qu'à 360, j'ai un regard qui fonctionne assez bien. Voilà, c'est le point commun, c'est celui-là. C'est le stress, les réveils nocturnes. Voilà. Et trop cogiter. Le cerveau qui s'arrête jamais. C'est ça. Et si tu avais des conseils à donner aux auditeurs pour peut-être diminuer le stress avant de dormir, pour éviter justement déjà de galérer à s'endormir, mais au-delà de ça, d'éviter que le cerveau nous réveille en pleine nuit pour cogiter, ça serait quoi si tu avais des petits tips ? Ouais, alors moi, les tips, c'est une bonne question. Je suis pas très tips passager, parce qu'il existe des choses, tu vois, pour que le soir, là, comme ça, tu veux t'endormir, on fait 1 ou 2 exercices. Ça va apaiser. Alors, c'est intéressant. Il y a des exercices qui apaisent, c'est intéressant. Mais je trouve que c'est trop... passager, tu vois, c'est pas passager le mot que je cherche, mais trop générique, enfin faut l'adapter à chacun, c'est ça ? Non. Non, le mot que je cherche, c'est que c'est temporaire. Merci, temporaire, exactement. Et moi, je cherche dans tout ce que je fais, je cherche toujours à avoir des transformations profondes sur le fond, qui durent. Moi, je cherche le durable de manière générale. J'aime bien le durable. Donc
pour moi, c'est un travail mindset. Ok. Faut comprendre d'où vient la source de stress. Alors, en surface, elle va venir, on va dire, j'ai peur de ne pas payer mes factures, j'ai peur de ne pas payer mes salariés, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de l'échec. Voilà, ça, c'est des choses qui viennent comme ça, on va dire, entre guillemets, en surface, mais qui sont très concrètes dans leur quotidien. Mais en réalité, quand on creuse un peu plus en accompagnement, on va se rendre compte qu'il y a d'autres émotions cachées derrière, d'autres vécus qui amènent à tout ce stress actuel. Et l'idée, c'est d'aller creuser sur ces choses-là. Donc, ça, c'est la partie mindset. Et après, comme je disais tout à l'heure au tout début, c'est que en général, ils sont attaqués aux symptômes plutôt qu'à la cause profonde. Du coup, ils ont essayé de régler leurs problèmes nocturnes par eux-mêmes, leur réveil nocturne par eux-mêmes. Et ils ont créé plus de problèmes. Donc voilà, il y a toute une rééducation sur le sommeil. Voilà, donc premier tips important. En général, quand je donne celui-là, je règle déjà un problème de sommeil à beaucoup de gens. C'est que quand tu te réveilles la nuit, faut pas rester au lit. Quand ça dure plus de quelques minutes, que tu en as conscience, le plus rapidement possible, il faut se lever. Il faut aller boire un petit peu d'eau, mais un petit peu, parce que si tu en bois trop, tu te réveilles encore 1h30 après pour aller aux toilettes. Donc juste une gorgée d'eau, parce que beaucoup de réveils nocturnes sont liés quand même à beaucoup de déshydratation. Et on le sent pas forcément. Donc boire une petite gorgée d'eau. Et souvent, ce qui est très contre-intuitif, les gens me disent « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça, je pensais qu'au contraire, ça allait me réveiller. » Et c'est de prendre de l'eau dans ses mains et de s'en passer sur le visage. Et moi j'aurais dit que ça me réveillait. Et ben non, en fait, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'expliquais que pour s'endormir, le corps il a besoin de perdre 1 degré. Oui, c'est vrai. Et le fait que tu te rafraîchisses, alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre des tonnes d'eau sur la tête, mais tu prends un peu d'eau sur les mains, tu fais redescendre la température, tu retournes te coucher. Déjà, rien que ces 2 trucs-là, ça t'aide beaucoup à te rendormir. Alors, moi, c'est ma petite routine de réveil nocturne. Ça marche toujours très bien. Ok, hyper intéressant. Moi, je fais tout l'inverse. Je reste au lit, j'essaye de fermer les yeux, de convaincre mon cerveau de se rendormir. Mais ok, parce que moi, en fait, je pars du principe que si je me lève, c'est fini, je vais plus jamais... Enfin, ma nuit, elle est terminée, quoi. Limite, j'ouvre mon ordi, je me mets à bosser, quoi. Parce que c'est sinon, une croyance qu'on a. Alors qu'en fait, rester au lit, comme tu le dis, ce que ça fait, c'est que, en fait, ça te fait stresser. Ah mais oui, parce que moi, après, je cogite, je rumine, enfin, je me tourne dans tous les sens. Puis en plus, je m'énerve parce que j'arrive pas à m'endormir. Donc, Et quand tu fais ça, tu sécrètes l'antagoniste de la mélatonine, qui est le cortisol. Ouais, le stress. Et l'hormone du stress. Alors, l'hormone du stress, on la sécrète naturellement le matin au réveil pour se réveiller. Pas pour stresser, juste pour se réveiller, tranquille. Mais si tu la sécrètes en pleine nuit, c'est dommage, du coup, ça va te réveiller. Donc en fait, rester au lit va t'énerver, va te faire sécréter le cortisol, antagoniste total de la mélatonine, et du coup, ça va avoir tendance à te laisser réveiller encore plus longtemps. Alors que si tu te lèves tranquillement, il ne s'agit pas de sauter du lit, tu te réveilles tranquillement, tu vas boire ta petite gorgée d'eau, tu vas te passer un petit peu d'eau, si tu veux, tu vas même faire pipi, tranquille, hop, et tu te recouches. Il y a aussi cette notion de... Moi, j'en parle beaucoup parce que j'aime que les gens se disent je me suis réveillée la nuit, c'est OK. Ouais. Ne pas diaboliser non, le fait de... en fait, c'est pas grave, c'est OK. J'ai même appris dernièrement dans un mémoire qu'a fait une personne, je suis désolée, j'ai pas son nom là, mais on pourra mettre la rêve. Oui, si tu la retrouves, tu n'en as. Voilà, mais qu'à une époque, quand il n'y avait pas l'électricité, les gens, en fait, j'ai fait un sondage là-dessus, d'ailleurs tout le monde s'est planté parce que justement tout le monde pensait, j'avais dit avant, quand les gens n'avaient pas l'électricité, et j'avais mis, alors je sais plus toutes les réponses que j'avais mis, mais il y avait, les gens dormaient d'une traite, les gens n'avaient pas de chronotype, et les gens se levaient pour prier, lire, discuter en pleine nuit, etc. Et tout le monde, majoritairement, a coché « dormait d'une traite ». Parce que les gens sont persuadés, en fait, que c'est le bon truc. Quand je dors d'une traite, c'est que tout est bon. Eh ben non, en fait. La bonne réponse, c'est que les gens se levaient pour prier, lire, discuter en plein milieu de la nuit, et puis après, ils repassaient... Ils étaient en sommeil biphasique, en fait. Et alors, ils avaient une autre vie, certes, mais voilà, juste se dire, en fait, je me réveille la nuit, c'est pas grave. Juste, je me lève, je fais ma petite routine, je retourne me coucher, c'est complètement OK. Et ça, moi, j'ai partagé ça sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, et il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages privés, bientôt je vais les mettre publics d'ailleurs, en me disant, incroyable, ça fait des années que j'avais des réveils nocturnes qui duraient 1 heure,
depuis ta routine, ça dure moins de 5 minutes. Merci, quoi. Ah, mais oui. Et je me dis, waouh, c'est... Mais même là, ce passage-là, je vais le clipper pour, pour en faire des shorts, etc. Parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et Grave. en fait, on ne le sait pas du tout. Ah. Moi, tu m'apprends plein de choses là depuis le début, le début du podcast. Donc, c'est trop bien. Mais ouais, c'est hyper étonnant, hyper intéressant. On en vient au sujet qui fâche. Non, je rigole. C'est vrai? Non, tu sais que je vais créer une marque de compléments alimentaires pour le sommeil. Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires? Très bonne question. Merci de la poser. Écoute, pendant longtemps, j'ai été contre les compléments alimentaires. Je dis franchement, mon mari, il en achetait plein, j'en avais plein les placards. Je comprenais pas du tout le concept. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est biologique naturel. Oui. J'aime revenir à l'être humain parce que je suis convaincue que la nature nous a fourni un potentiel incroyable et qu'on ne sait juste pas l'utiliser. Oui. Et j'aime ramener les gens à ça, que ce soit à travers le sommeil ou à travers le mindset, notre puissance intérieure. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je prône. Donc pendant longtemps, j'ai été contre tout ça. Jusqu'à ce que je fasse une fausse couche. Ok. Et cette fausse couche m'a littéralement fait un reset dans mon cerveau au niveau de ma santé globale. Parce que j'ai été voir le médecin et je lui dis, bon, bah, j'ai fait une fausse couche, du coup, on fait quoi maintenant Et elle me dit, on fait quoi, pourquoi? Je dis, bah, pour pas que ça se reproduise la prochaine fois. Et là, le médecin me répond, ah ben, on fait rien tant que vous en avez pas fait 3. Ok. Waouh. Et là, choc absolu. Tu vois, je me suis dit, quoi? Bon, ok. Et là, je me suis dit, je crois qu'il va falloir que je prenne moi-même ma santé en main, en fait, pour essayer de comprendre ce truc-là. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des facteurs psychologiques aussi, mais quand même, ça m'intéressait de comprendre cette fausse couche physiologiquement parlant. Et de là, je suis tombée sur une personne, je peux donner son nom ou pas, sur les réseaux que certainement bientôt tu vas rencontrer, qui s'appelle Pauline. On a pas mal discuté et elle m'a fait prendre conscience qu'il y avait un élément chez moi qui n'allait pas, c'était ma thyroïde. Et elle me dit, t'as vu ta thyroïde? Et moi, je regarde, et je dis, mais attends, mais ma thyroïde, elle va bien, puisque je suis en plein milieu des stats. Elle me dit, ah oui, en France. Mais si tu vas aux États-Unis, si tu vas en Suisse, t'es pas au bon endroit. Et je fais, comment ça? Je connaissais pas tout ça. Et là, je comprends ce qu'elle me dit. J'en parle à mon médecin, qui d'un coup me dit, oui, c'est vrai. Et là, moi, je tombe de 2 étages. Je me dis, tu pouvais pas me le dire avant? C'est Pauline de LinkedIn, quoi, qui me l'a dit. Incroyable. Et voilà, et à partir de là, j'ai compris que en fait, je faisais pas ce qu'il fallait et que, alors déjà, en termes d'alimentation, il fallait que j'améliore mon alimentation, mais que je pouvais aussi prendre clairement des compléments alimentaires. C'est là où ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait d'avoir des compléments alimentaires qui étaient vraiment ciblés par rapport à moi. Donc, ceci dit, on avait plein de compléments alimentaires dans le placard qui n'étaient pas du tout adaptés à nous. Mais voilà, on a fait le tri et aujourd'hui, j'en prends tous les jours. J'ai des compléments alimentaires tous les jours, donc j'adore ça. Mais par contre, je pense qu'il faut que ce soit très adapté et personnalisé. Il ne faut pas juste se dire « Ah, j'ai vu une pub sur tel truc, donc je vais en prendre. » Je pense qu'il faut vraiment faire attention à soi et se dire « Moi, c'est quoi mes objectifs personnels ? De quoi j'ai besoin, et donc qu'est-ce que je prends ?» que ce soit pas marketing en fait, qu'on le prenne pas juste parce que notre influenceuse préférée elle en prend ou peu importe, mais qu'on en prenne parce qu'on en a vraiment besoin déjà, et que c'est vraiment une carence chez nous et que ça règle un vrai problème, c'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant de sommeil, un des meilleurs compléments alimentaires que je prends moi-même et qui, je le vois sur ma petite Whoop, me permet de me rendre compte que ça améliore mon sommeil, c'est tout simplement le magnésium, qui est un allié incontournable pour le sommeil. Il fera partie de ma formulation. Et la mélatonine, du coup, tout à l'heure, tu en parlais en complément alimentaire. Ouais, alors attention, j'en parlais pas en complément alimentaire, mais j'en parlais vraiment dans le cadre de la médecine, les pharmacies, tout ça qui propose ce complément. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, c'est généralisé. Les gens ont l'impression que c'est le nouveau truc qui va les sauver. Et souvent, en plus, c'est pris hors contexte. À nouveau, ils se réveillent la nuit, ils trouvent que c'est pas normal. Du coup, ils prennent de la mélatonine pour éviter les réveils nocturnes ou pour s'endormir. En fait, c'est pris comme un somnifère, en fait. Enfin, oui, exactement. La facilité, en fait. Exactement. Je cherche pas à comprendre, à améliorer mes habitudes. Le petit comprimé qui fait du bien et pouf, j'espère m'endormir, quoi. Oui, c'est ça. On est dans la culture de la pilule qui va régler tout.
sauf qu'on n'a pas compris le fonctionnement global du corps. Et en fait, ça ne règle pas le problème et très souvent, ça en crée des nouveaux. Donc, je ne suis pas contre forcément, mais déjà aussi, attention, ce que votre corps est capable de sécréter tout seul, de ne pas le dérégler, faire attention. Donc, je pense qu'il faut faire appel à des spécialistes, à des gens qui savent de quoi ils parlent. Pour que, mais enfin en même temps je dis ça, mais ils vont voir des spécialistes selon eux en tout cas. Donc en tout cas des spécialistes vraiment peut-être du sommeil qui vont vraiment dire est-ce que déjà on peut pas mettre en place des choses qui vont réguler ta sécrétion naturelle de mélatonine avant de prendre quelque chose en complément qui va pas améliorer ton fonctionnement naturel. Alors que c'est assez facile en fait de retrouver un fonctionnement naturel quand vraiment on s'y met. Mais en fait un complément alimentaire pour le sommeil c'est comme n'importe quel complément alimentaire. C'est comme si tu prends des coupe-faim et que tu manges des McDo, tu vois. Ça doit tout le temps être accompagné d'une bonne hygiène de vie et de s'efforcer de comprendre ce qu'on vit, pourquoi on fait ci, pourquoi on doit faire ça. C'est ce que je dis dans tous les épisodes de podcast, mais vraiment la compréhension de ce qu'on fait, c'est la clé pour moi. Et de faire un espèce d'auto-diagnostic de notre santé, de comment on se sent, est-ce qu'on se sent ballonné, est-ce qu'on se sent fatigué, enfin peu importe, d'essayer de résoudre les choses et d'améliorer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire moins de sédentarité, une bonne alimentation, enfin tous les piliers en fait de la santé et du bien-être de manière générale. Et tu peux prendre de la mélatonine, mais si tu manges un gros McDo le soir et que tu es assise comme tu disais tout à l'heure toute la journée, enfin tu mets la poussière sous le tapis, tu vois, ça sert à rien de continuer à prendre ça constamment. Et d'ailleurs c'est un peu l'objectif que j'ai avec ma marque. C'est que je veux pas juste vendre un produit comme les labos pharmaceutiques, etc., compléments alimentaires, mais j'ai vraiment envie de créer un mouvement, tu vois, autour du bien-être et vulgariser, familiariser, en tout cas démocratiser, on va dire, la santé, le bien-être, en tout cas rendre le truc moins chiant, parce que c'est vrai que les gens s'y intéressent pas forcément, parce que c'est toujours très conventionnel, très, c'est du jargon, les gens comprennent pas trop, donc quand les gens comprennent pas, ils s'y intéressent pas. Et j'ai vraiment envie de créer ce truc d'éducation pour que les gens arrivent à prendre en main leur bien-être, leur santé, en plus de peut-être, s'ils en ont besoin, prendre mes compléments alimentaires, mais que ce soit accompagné d'une démarche, tu vois, consciente de mieux-être et de s'éduquer sur tout ça, quoi. Super important ce que tu dis parce que, tu vois, même moi qui travaille sur le sommeil, le mindset, tout ça. Je parlais tout à l'heure de la fausse couche. Vraiment, le déclic que j'ai eu après ça, c'est... J'avais déjà compris dans ma vie que je devais prendre en main mon mindset, que je devais prendre en main mes finances. Plein de domaines de ma vie comme ça où j'ai eu des challenges dans ma vie et je me suis dit, en fait, c'est à moi de prendre en main ce truc-là et d'y aller, quoi, de me responsabiliser sur ça. Mais avant cette fausse couche, je n'avais pas compris à quel point je devais prendre en main aussi ma santé sur tous ces aspects. J'avais encore ce côté purement juste, je vais voir un médecin, un spécialiste, et puis c'est lui qui va me dire ce que je dois faire. D'ailleurs, je remettais toute ma vie sur quelqu'un, ce qui d'ailleurs en soi c'est pas son rôle numéro 1 hein. Et d'ailleurs je pense qu'ils ressentent une grosse pression certainement aussi eux, et d'un coup j'ai pris conscience, je me suis dit mais en fait ça aussi il faut que je prenne en main. Ça a changé et ça a tout changé aussi dans ma santé et dans ma vie. Je pense que tout le monde doit se responsabiliser sur ça, hein. Faut pas attendre, c'est comme dans le business, hein. Faut pas attendre qu'on vienne te sauver, faut pas attendre que les gens viennent faire ton argent pour toi, enfin c'est pareil. Moi c'est un petit peu, toi c'est la fausse couche, moi c'est quand j'ai été diagnostiquée du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc il y a beaucoup de femmes c'est l'endométriose, il y en a d'autres c'est le SOPK. Et en fait, moi, je suis très curieuse. Ça veut dire que quand j'ai quelque chose, j'adore m'informer de tout et vraiment comprendre comment fonctionne mon corps, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça enclenche, etc., etc. Donc, quand j'ai quelque chose, je regarde plein de vidéos YouTube, je m'informe beaucoup, je regarde plein de podcasts, etc. Et du coup, j'ai vu que le SOPK, donc, il y avait des compléments alimentaires, etc., c'est bien. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup vu que c'était vachement l'alimentation qui pouvait aussi réduire les symptômes. Donc, moi, j'ai de la chance, je touche du bois. J'ai un petit SOPK, donc j'ai pas des gros symptômes. Enfin, voilà, j'ai des cycles plus longs, ce genre de choses. Mais c'est pas des choses... Il y en a qui ont beaucoup de pilosité, il y en a qui font de l'alopécie. Enfin, tu vois, il y a des symptômes beaucoup plus... Il y a l'infertilité, etc. Il y a des symptômes beaucoup plus embêtants. Moi, j'en ai un petit, mais je me suis dit... Bon, ça m'a quand même fait flipper parce que tu galères quand même peut-être plus à avoir des enfants, etc. Je me suis dit, bon, le jour où j'ai envie d'en avoir, j'ai pas envie de mettre 3-4 ans à réussir à en avoir. Donc,
Et ça m'a fait ce déclic-là. Je me suis intéressée à ma santé. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse attention. Et c'est à partir de là où j'ai fait attention à mon alimentation, etc. Donc en plus, j'ai perdu du poids, donc je suis plus en forme, etc. Mais c'est vrai que ça a été aussi mon déclic de me dire, les médecins vont pas forcément m'aider. En tout cas, j'ai pas envie de prendre de médicaments. J'ai pas envie de prendre de compléments alimentaires sans savoir ce que ça fait sur mon corps. Et au final, j'ai réduit moi-même, grâce à l'alimentation, mes symptômes. Ça veut dire que j'avais des cycles de 90 jours, parfois. Et puis, je les ai réduits à 35 jours, donc ils sont encore un peu plus longs que la normale, mais en tout cas, grâce à une bonne hygiène de vie, j'ai agi sur ma problématique, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant et qui attendent que ce soit leur médecin qui leur dise. Et je suis pas en train de cracher sur les médecins. Je pense que leur rôle est plus de régler le problème qu'on t'apporte sur le moment, mais pas forcément de gérer toute notre santé globale. En fait, ils règlent un problème, mais ils cherchent pas forcément à ce que tu sois, si tu vas déjà bien en soi, en meilleure santé. C'est pas forcément leur job, en fait. Et ça, c'est notre job personnel. Je pense encore une fois, je pense que tout le monde doit se responsabiliser un minimum. Et pas se ruer sur les médicaments tout le temps. Enfin, voilà, je veux pas diaboliser l'industrie pharmaceutique, mais voilà, je pense qu'il y a... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça. C'est pareil, moi, je suis très migraineuse. Et depuis que je suis petite, je me rue sur les Doliprane. Les Doliprane. Dès que j'ai un petit mal de tête, les Doliprane. Maintenant, ça me fait plus rien, les Doliprane. Tellement mon corps est habitué. Franchement, je pourrais en prendre 3, ça fait rien du tout. Et après, j'étais passée à la codéine. Donc, paracétamol, codéine, quand vraiment j'ai des grosses migraines. Et à un moment donné, je me suis dit, non, quand même, j'ai 25 ans. Je peux pas, au bout d'un moment, je peux pas shooter mon corps comme ça, quoi. Et puis en plus, je sais que c'est... après, j'ai appris que c'était pas bon pour le foie, que... voilà, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à essayer de mettre des routines pour déjà prévenir mes migraines. Donc, parce que je sais qu'une fois que c'est là la migraine. Dès qu'elle est là, c'est compliqué naturellement de la faire partir. Mais en tout cas, de la prévenir. Donc, faire des meilleures routines, essayer d'être moins sur mon téléphone le soir, de mieux dormir, de mieux manger, etc. Parce que je pense que tout a un impact. Et pareil, j'ai beaucoup diminué mes migraines, mais je pense que plutôt que de se ruer sur la chose qui va régler le souci une fois qu'il est là, peut-être prévenir les choses, mais sur du constant, quoi. Tu parlais tout à l'heure de ce que Pauline te disait par rapport à la thyroïde. Et moi, c'est pareil, j'ai vu un podcast d'un biohacker américain, je sais plus son nom. Il était avec Yomi Denzel, c'était un podcast avec Yomi Denzel. Et j'étais scotchée pendant 2 heures devant le podcast parce que, en fait, il expliquait tout ce que Pauline t'a dit, en fait, que souvent on s'attarde sur régler les conséquences, alors qu'en fait, on pourrait tout simplement essayer de prévenir à partir des causes et d'éviter qu'il y ait ça qui se passe. Et pour moi, les médicaments règlent une fois que c'est trop tard, tu vois. Règlent la chose une fois que c'est déjà là, que c'est trop tard, ça atténue, ça met encore une fois la poussière sous le tapis, mais on pourrait en fait juste, avec ce que le corps nous offre et ce que la nature nous offre, prévenir les choses et éviter que ça arrive tout simplement. Ouais, ça c'est le propre de l'être humain, d'agir quand t'as le problème plutôt que d'agir en prévention, parce que c'est concret quand t'as le problème et c'est là que t'as la douleur la plus grande, donc t'es prêt à agir à ce moment-là. Mais c'est vrai que souvent on prend pas en considération l'inertie de la non-action. Moi j'appelle ça l'effet Titanic. C'est-à-dire le Titanic, il a vu l'iceberg, ils ont tourné le volant, mais quand bien même l'inertie du bateau fait que ils se sont pris l'iceberg. Et il y a beaucoup de gens qui finalement agissent même entre guillemets presque trop tard. Le coup de j'arrive à la retraite et j'ai une crise cardiaque. Waouh, j'ai eu encore ça il y a pas longtemps. J'étais choquée. C'était même pas dans ma famille, mais c'était mon plombier. J'étais choquée. Il était chez moi il y a une semaine avant, et je l'avais vu encore avant, et une semaine après, j'apprends que c'est fini pour lui. Ça faisait quelques temps qu'il était à retraite, pas très longtemps. Bon, après, je connais pas sa vie, je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, c'est ça te tombe dessus. Ça arrive, quoi, c'est dingue, et on se rend pas compte de l'inertie. Donc, je pense que ce que tu fais là, dans ce podcast, est super important d'éveiller les consciences sur ça. Ouais, c'est ça. Ok, est-ce que pour finir, tu peux nous parler... Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter que tu voulais partager. La nuit, moi. moi aussi. Mais au pire, on se fera un deuxième épisode si jamais ça te dit. Et si ça leur a plu. Oui, je suis certaine que... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, même si c'est que pour moi, on pourra faire un deuxième épisode. Pour finir, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi, sur ce que tu proposes exactement
comment tu accompagnes les gens, si jamais il y a des gens qui peuvent être intéressés, et où on peut te trouver pour te contacter. Ouais. L'endroit où on me trouve le plus, c'est sur LinkedIn. Je partage beaucoup de ce que je fais. Je mettrai ton LinkedIn. Avec plaisir. De mon mindset, de ce que j'ai vécu, de mes prises de conscience, etc. Donc voilà, LinkedIn. Qu'est-ce que je fais ? Comme je disais, j'accompagne des dirigeants qui sont finalement en phase de scale avec cette espèce de... J'ai un pied dans l'opérationnel et un pied dans la stratégie et je suis débordée. Je suis épuisée, fatiguée physiquement, émotionnellement et mentalement. Et qu'est-ce que je fais ? Je les accompagne de manière individuelle et personnelle. À la fois sur la partie sommeil et sur la partie mindset, parce qu'en fait, c'est vraiment un combo. Voilà. Après, j'en ai certains qui viennent vraiment uniquement sur la partie sommeil, d'autres qui viennent même quasiment que sur la partie mindset. C'est rare quand même, parce qu'il y a beaucoup de sommeil avec. Mais voilà, et c'est des visios tout à fait. hebdomadaires pendant tant de semaines. Ouais, en fait, c'est assez adapté. C'est pas juste une offre. C'est pas une offre comme figée, ça. Et voilà. Parce que les problématiques sont différentes. Il y en a finalement en quelques sessions à peine, sur 3 mois, on arrive très rapidement à régler les problématiques. Et je réfléchis même à lancer une offre en une seule session, parce que j'ai des gens en une seule session où on règle, par exemple, une personne qui était insomniaque depuis 4 ou 5 ans, je crois, un truc comme ça. En une seule session, c'était réglé. Oui, parce que regarde tous les conseils que tu as donnés, je suis certaine que ça va aider certaines personnes en un épisode du podcast de même pas 1 heure. Exactement. Donc, il y a des formats très courts sur certaines personnes, puis il y a des formats un peu plus longs, parce que souvent, c'est quand il y a beaucoup de mindset à réaliser derrière. Oui, parce qu'il faut agir sur des choses beaucoup plus profondes, qui prennent plus de temps. Exactement. Quand c'est que sommeil, souvent, c'est un peu plus rapide. Mais quand il y a le mindset avec, souvent, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on est sur entre une session jusqu'à des accompagnements qui peuvent durer 4 à 6 mois. Ok. Et au niveau des résultats, ça fonctionne. Oui, tu vas me dire ça fonctionne. Mais je dirais pas, est-ce que tout le monde a des résultats, mais est-ce que tu arrives à avoir un bon pourcentage de... Ouais, en fait, les résultats sont là à partir du moment où on applique. Oui. C'est ça le truc. Si on n'applique pas, on n'a pas les résultats. Oui. Dernièrement, c'est comme tout, pour être tout à fait transparente, j'ai accompagné une personne, mais qui était peut-être un peu plus jeune, un peu trop jeune peut-être même, qui s'intéressait au sujet. Déjà, c'est génial, je suis vraiment ravie. On a quand même vu une progression sur son agenda du sommeil. Je fais tenir un agenda du sommeil pour que les choses soient vraiment concrètes. On voit une progression, mais on voit qu'il se couche toujours pas à l'heure où c'est proposé, il se lève toujours pas à l'heure où c'est proposé. Et la discussion, finalement, c'était que... en fait, il a d'autres problématiques personnelles par rapport à son travail. Et l'accompagnement qu'il avait choisi était beaucoup trop court pour pouvoir l'aider finalement plus globalement en termes de mindset. Et donc lui, alors, il n'a pas eu les résultats qu'il avait désiré rencontrer en rentrant dans l'accompagnement. Cependant, il a eu quand même des résultats. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a semé une graine et que maintenant, il sait ce qu'il a à faire pour, quand il sera prêt pour le mettre en place. Ok. Super. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Encore une fois, j'ai appris plein de choses, donc c'est génial. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. À bientôt.